Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Un film qui marque le retour très attendu de l'un des maîtres du genre horrifique, Eli Roth. Repas de famille, dinde et meurtres sanglants, ce film promet un spectacle particulièrement gore. Ce soir, avec mon invité Jérémy Simoneau, nous allons découvrir le métier de caméraman sous-marin. Un métier à part entière qui ne s'improvise pas et qui nous permet de découvrir le monde marin autrement. Enfin, le documentaire Far West, l'histoire oubliée, qui met en lumière l'histoire d'hommes et de femmes dont les familles ont toujours vécu là bien avant l'annexion américaine, donc bien avant 1848. Indiens, noirs, hispaniques, métis, ils n'ont jamais traversé de frontières. Leur histoire a juste été effacée. Un beau programme à venir. Alors ce soir, avec les deux films que j'ai sélectionnés spécialement pour vous, on surfe sur la vague de l'horreur, mais aussi du monde magique de Disney, tout ce que j'aime. Allez, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Thanksgiving, la semaine de l'horreur. La traditionnelle fête américaine se transforme en cauchemar alors qu'un tueur déguisé en pèlerin américain sème la terreur dans la petite ville de Plymouth dans l'état du Massachusetts au nord-est des États-Unis. Alors un costume tout trouvé puisque les créateurs de cette fête au XVIIe siècle étaient donc des pèlerins. On regarde tout de suite la bande-annonce. I've got plenty to be thankful for. Oh, I've got plenty to be thankful for. Mais pourquoi un tel massacre? Les habitants découvrent-ils qui est le tueur? Eh bien, il va falloir aller le voir pour le découvrir. À noter que ce film est interdit aux moins de 16 ans. Enfin, le film Witch, Asha et la bonne étoile. Asha est une jeune fille à l'esprit vif, dévouée à sa famille. Elle vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent être exaucés. Dans un moment de désespoir, la jeune fille de 17 ans va adresser un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique qui se prénomme Star. Ensemble, ils vont devoir sauver son royaume des mains d'un roi cupide. On regarde tout de suite la bande-annonce. Les vœux de Rosas. Wow. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés. Pas certains. La majorité. Ils méritent mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite. Mes peurs, je les oublie sur le chemin. Et l'étoile a répondu. Ce nouveau Disney tombe à pic à l'approche de Noël, rien de tel que la magie des étoiles pour émerveiller petits et grands. Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors je ne sais pas vous, mais pour ma part, les films documentaires sur le monde maritime du commandant Cousteau m'ont toujours fait rêver, tout comme les documentaires animaliers du magazine National Geographic. Et ça tombe bien car ce soir, avec mon invité Jérémy Simoneau, nous allons en apprendre un peu plus sur le métier de caméraman sous-marin. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Stéphanie, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Il a fait beau aujourd'hui chez toi? Il fait super beau. Aujourd'hui, il a fait super beau. Chez nous aussi. C'est parfait. Alors, merci à toi d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Alors, tu es plongeur professionnel spécialisé dans l'image terrestre et sous-marine. Tu as plus de 20 ans d'expérience, donc une émission ne suffirait pas, bien sûr, à énumérer tout ce que tu as pu faire. Non, ça dépend de la durée de ton émission. Mais... Non, je te dis tout de suite que ça ne sera pas assez long. Alors, donc, à titre d'exemple, tu as participé à des émissions comme Thalassa,
Il y a eu aussi donc l'émission donc C'est pas sorcier, Tout à fait. les émissions Carnet de plongée. Oui. Ah, ça, c'est quand même beaucoup, hein. Il y a eu aussi Entre terre et mer qui a Oui. été diffusée donc sur Calédonia, ou encore la série écotouristique Coup de brousse. Mhm. Alors, que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, Jérémy. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Mon parcours est assez atypique dans l'audiovisuel, dans la mesure où j'y suis venu après mes études. D'accord. Puisque au départ, moi je suis un enfant de la génération Cousteau, donc forcément l'océanographie et la biologie marine, etc. Donc je me suis lancé là-dedans. Et puis à Marseille, donc où j'habitais, je me renseignais. Et puis il y avait un personnage qui revenait sans arrêt dans les discussions, Monsieur René Euzet, qui est un très grand caméraman sous-marin qui a boxé pendant X années maintenant et qui bossait déjà depuis 15 ans pour Thalassa notamment, qui cherchait un assistant. Donc moi, m'investissant dans mon club de plongée, j'ai rencontré un moniteur qui m'a dit « Mais René Euzet, moi je le connais, j'ai travaillé avec lui ». Ça faisait à peu près 6-7 ans que je me renseignais, que j'entendais parler de ce monsieur. Et puis il m'a présenté à ce monsieur, on a fait un essai. Moi j'étais surveillant à l'époque et étudiant, donc ce petit test, je suis retourné à mes études. Et puis un mois après, il m'a rappelé pour me dire que je faisais l'affaire et qu'il voulait démarrer avec moi. C'est super, Et c'est à partir de là que j'ai démarré sur le tard et j'ai découvert ce beau métier. ce beau métier de la vidéo. Bon, j'avais fait déjà un peu de photos sous-marines, je m'étais rendu compte que sous l'eau, c'était vraiment le kiff. Moi, j'ai découvert la plongée tôt à 13 ans, donc Ah oui, quand même. ouais, c'était aussi C'est une vocation. c'était un milieu, quoi. Voilà, je voulais faire les deux. Et puis bon, comme j'aimais énormément le documentaire animalier depuis tout petit, la plongée me permettait d'aller voir les poissons et puis de faire de l'animalier sûr, quoi. Donc c'est un métier, ce métier de caméraman sous-marin, donc on n'en parle pas vraiment car il est vraiment pas sur le devant de la scène, je dirais, comparé à d'autres métiers donc de l'audiovisuel, hein. Tout à fait. Donc est-ce que toi tu pourrais nous expliquer en quoi consiste concrètement ce métier? Comment se passe la préparation en amont d'un tournage? Quel matériel tu utilises? Mhm. Comment ça se passe? Alors, dans l'image sous-marine, il y a deux volets, si vous voulez. Il y a un volet sous-marin, Ok. donc, et un volet image. Mhm. Évidemment, pour faire les deux et allier les deux, il nous faut du matériel spécialisé, quoi, parce que J'imagine. déjà les caméras sont dans des caissons étanches, il y a des reports de commandes, il y a énormément de lumière aussi qu'il faut emmener. Donc c'est vrai que c'est tout un matériel extérieur et qui nécessite un entretien, une spécificité. Donc on prépare le matos de façon à ce qu'il soit bien étanche et qu'il ne prenne pas l'eau. Et ensuite, il y a toute la partie plongistique, on va dire, c'est-à-dire l'aquaticité et se sentir bien sous l'eau de façon à ce que le secteur plongée devienne abstrait, si vous voulez. Ça devient un outil, c'est-à-dire on ne réfléchit pas quand on plonge parce qu'on a autre chose à faire, c'est-à-dire réfléchir nos images et notre réalisation. Donc c'est vrai qu'en amont, on se renseigne sur ce qu'on va découvrir, la météo, les trucs comme ça, et essentiellement la préparation du matériel et faire en sorte que quand on le met dans l'eau, on va pouvoir travailler quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, c'est quand même un métier fascinant, je trouve, parce que la vie sous-marine, c'est un monde assez, je dirais, mystique, un monde méconnu. Il y a tellement de choses encore qu'on doit découvrir. Mais en même temps, j'imagine que c'est un métier qui demande une certaine qualification. Ah. C'est pas donné à tout le monde. Donc, justement, quelle qualification faut-il avoir pour l'exercer? Alors, il y a plusieurs options en fait. Jusqu'à présent, en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas besoin d'autre chose que de diplôme civil, je dirais, de plongée. Ok. Mais attention, la législation est en train de changer. Et on va passer sur la législation de métropole qui exige des diplômes spécialisés, au même titre qu'un pilote de drone, par exemple. On va exiger d'un caméraman qu'il soit scaphandrier, d'un plongeur plutôt, d'un travailleur sous-marin, qu'il soit diplômé scaphandrier, c'est-à-dire un diplôme supplémentaire où on apprend un petit peu plus de choses en termes de législation et en termes de sécurité de plongée dans le cadre du travail. Oui, parce qu'il y a l'aspect aussi sécurité qui est important. Et voilà, c'est-à-dire qu'on est sous l'eau, on a besoin d'avoir un plongeur secours avec nous, en accompagnant, on a besoin d'avoir un plongeur secours en surface au cas où il se passe quelque chose, et on a besoin d'avoir un support surface avec un pilote, donc c'est vrai que c'est toujours C'est toute une des équipe. tournages lourds, quoi, voilà. C'est des tournages quand même assez lourds, assez chers. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, ça décolle pas encore tout à fait en Nouvelle-Calédonie, parce que ça demande des budgets assez importants. Mais par contre, après, le résultat, C'est magnifique. on le voit, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier?
En faire de l'image. Moi, c'est toujours faire de l'image qui m'a plu. Après, l'avantage de l'image sous-marine, c'est qu'on est sur le terrain, on est à l'extérieur, on est sous l'eau, Mhm. et puis on est peinard parce que Oui, personne qui est là pour nous parler et nous embêter, quoi. oui, tu es seul au monde. On va On est dire ça deux. comme ça, avec les poissons. On est 2 ou 3 quand même. Hein, on fait toujours attention aux collègues qui sont avec, Ah oui, bien sûr. parce que c'est justement le but de travailler en groupe. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est agréable. Et puis, on voit des choses extraordinaires. Est-ce que toi, tu as une anecdote? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais une en particulier que tu aimerais nous raconter? J'en ai plein. Quand on est arrivé sur un barrage, on était en rivière, et puis avec le caméraman, on arrive sur le barrage, et il y avait toutes des pics comme ça, on allait se planter dedans. Il a fallu partir là-bas avec un caisson qui pesait 40 kilos, Ah oui, 70. c'est enfin, fou, bref. là. C'est Celle-là, dangereux quand même, hein? ah ben c'est de la plongée sous-marine, hein. Effectivement, c'est plus dangereux que sur le terrestre. Parce qu'on est soumis aux aléas météo, on est soumis aux conditions de mer, on est soumis aux animaux aussi, Oui, bien faut sûr. pas l'oublier. Moi, j'ai eu des requins, j'ai eu 150, 200 requins autour. On parle des requins, mais bon, voilà, quoi, Il faut garder son sang-froid quand même. Bah, le requin qui est dangereux, comme je dis toujours, c'est le requin qu'on voit pas. Ah. Le requin, il voit que vous le voyez, il va pas venir s'approcher quand. Mais c'est impressionnant, non? De voir des requins ou des baleines. C'est impressionnant, mais comme on est en bouteille, on a le temps de les regarder tranquillement. Ah, donc on apprécie. C'est ça. Et donc l'anecdote, pour revenir, je dirais pas une anecdote, mais le meilleur souvenir que j'ai, parce qu'on va parler de meilleurs souvenirs, parce que c'est ce qui Bien motive sûr. quand même les gens, ça a été ma rencontre à Rouroutou avec des baleines, et notamment un baleineau. Ah Il est oui, venu me c'est dire magnifique. bonjour, C'est magnifique. Ah oui, quand même. quand même. Et ce regard, j'ai un gros souvenir de ce regard de cet animal, où on sentait que derrière, il y avait quelque chose qui se passait. Il réfléchissait, il cogitait, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors que j'ai fait du gros poisson, notamment du requin-baleine et du requin-pèlerin. C'est du poisson, quoi. Il passe, il n'est pas curieux. Enfin, il est curieux, il vous regarde, mais on sent que derrière, ça réfléchit pas. Alors que la baleine, là, c'est magnifique. On sent qu'il y a vraiment une réflexion, un cerveau qui tourne là derrière, et on se demande ce qui se passe, quoi. Mhm. Ça Alors, donc, restera. tu l'as dit, hein, enfin, en la Calédonie, nous avons le plus grand lagon du monde, des Mhm. spots magnifiques. Tout à Et fait. pourtant, donc, c'est un métier, le métier de caméraman sous-marin, il se développe ou... Il est difficile. Il y a des gens maintenant qui commencent à s'y mettre et à y venir, à vouloir voir ce que c'est. Maintenant, les conditions ici, localement, sont assez difficiles, de par la météo. Oui. On n'a quand même pas autant de superbes journées qui permettent de faire beaucoup d'images. Une difficulté d'accès au spot aussi, parce que mine de rien, la barrière est très loin. Oui. Donc, ça prend du temps, donc de l'énergie et de l'argent. Il y a pas mal de contraintes. Pas mal de contraintes. Le vent est souvent présent en Calédonie. Et après, ben, les volontés. Ici, il y a quand même très peu allez, on va dire chaînes de télé, on en a 2, qui font peu. Au niveau production, c'est pas. Enfin, on fait ce qu'on peut, quoi. Je veux dire, localement, Bien sûr. on a un petit milieu, c'est un microcosme. Donc, et comme je disais tout à l'heure, l'image sous-marine coûtant assez cher, C'est vrai. et elle a peu d'adeptes. Donc, localement, les gens, ils connaissent la mer, ils aiment ça, et ils y vont souvent. Donc, ils se renseignent pas trop sur la beauté des fonds sous-marins locaux, quoi. Mais ça viendra, ça viendra petit à petit. Petit à petit, avec l'engouement que les gens développent pour l'environnement et la découverte, ça va venir, j'y crois. Mais bien sûr, faut toujours y croire, hein. Moi, ça sera un petit peu trop tard pour moi, mais les Ah autres, bah, ils il est vont y jamais trop arriver. tard, hein. T'es tout jeune encore. Oui, tout jeune, t'as raison. Bah, c'est dans la tête après. Oui, ouais. On voit que tu me vois à travers une caméra, toi. Oh, mais là, t'es parfait, là, hein. Merci. toujours. Alors, Jérémy, dis-moi, Oui. quels sont tes projets à venir ou en cours? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, depuis que je suis en Calédonie, moi, je fais du développement audiovisuel, c'est-à-dire des D'accord. chaînes de télé, notamment Internet, les web TV, les trucs comme ça, puisque ce microcosme-là s'est développé petit à petit en dehors du circuit officiel, on va dire. Mais bon, voilà, les projets sont de continuer un petit peu ce développement-là des web TV, continuer à parcourir le territoire, à faire de l'image, à faire du terrestre, du sous-marin, et à trouver des clients et des nouveaux projets. Dernière question, si tu avais des conseils à donner aux jeunes du pays qui souhaiteraient se lancer et devenir caméraman sous-marin. Bon, ça se développe ici, mais j'imagine qu'ils doivent partir pour se former. Pas forcément. Pas Ah. forcément. À l'heure actuelle, localement, il y a quelque chose qui est en train de se développer, justement parce que la législation est en train de changer. D'accord? Donc, localement, le microcosme plongistique est en train de
de se former. Donc, il y aura bientôt une école de formation C'est bien. au métier de scaphandrier, localement. Ah, c'est une bonne chose. Donc, non, il y a de l'espoir pour les jeunes qui veulent se former. Maintenant, il faut plonger, plonger, plonger. Et il n'y a pas de secret, faire de l'image, faire de l'image, faire de l'image. Ah bah écoute, merci à toi Jérémy d'avoir été avec nous ce soir. Merci Stéphanie de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de ce métier passion, parce qu'attention, ça reste quand même un métier passion C'est ça. qui est souvent difficile, parce que des fois, on n'a pas forcément envie de se remettre à l'eau. Moi, j'ai plongé dans des eaux à 4, 5 degrés. Oh là là. Pas forcément rigolo des fois, mais on y va quand même, parce qu'une fois qu'on est dans l'eau, on est dans l'eau, quoi. C'est le paradis. C'est ça. Le cinéma nous fait rêver, il nous interpelle, nous, sur des sujets de société. C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu de votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu, Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. comment vas-tu? Eh bien ça va toujours très bien. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir je vais vous parler d'un film documentaire particulier, Far West, l'histoire oubliée. Oh. Un film de 53 minutes de Thomas Van Outreeve et Mathilde Damoiselle, produit par Martin Sada. Alors c'est une histoire qui n'est ni enseignée dans les écoles, ni enseignée dans les livres, les manuels scolaires historiques. Alors qu'un mur isole les États-Unis du Mexique, ce film retrace une autre frontière, celle d'avant 1848, et l'annexion de ces territoires mexicains qui étaient le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique. Thomas Van Outreeve, du coup, le réalisateur, photographie des hommes et des femmes dont les familles ont toujours vécu là-bas, bien avant la conquête américaine, finalement. Indigènes, noirs, hispaniques, métis, ils n'ont jamais traversé la frontière, c'est la frontière qui les a traversés. Leur histoire a été effacée, mais leur existence défie les mythes fondateurs de l'Amérique. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait avant d'en dire plus. C'est parti. Je voudrais vous raconter une histoire du Far West. Mais elle n'a rien à voir avec celle que les westerns ont célébrée, ni même avec celle que j'ai apprise à l'école en Californie. C'est une histoire qui s'est écrite des siècles avant que les États-Unis existent. Mes ancêtres venaient d'Espagne. Ils se sont établis au Nouveau-Mexique, puis dans le Colorado. Je crois qu'on s'est mélangé avec des Indiens, les Navajos. Oui, les Espagnols avec les Navajos. C'est l'histoire méconnue d'un Far West amérindien, hispanique, mexicain. C'est plus qu'une amnésie collective, c'est presque une amnésie forcée. Une amnésie forcée, hein. Les propos de ces témoignages sont très forts, hein. C'est ça. Donc, le Texas, la Californie, le Nouveau-Mexique faisaient alors partie du Mexique à l'époque, qui était colonisé par les Espagnols. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que finalement, avec les conquistadors, les colons espagnols sont venus aussi, et ils se sont installés, ils ont prospéré 80 ans avant le premier pionnier anglo-saxon ne débarque du Mayflower. Mayflower, c'était le premier bateau qui arrivait d'Angleterre avec des colons anglais. C'est une histoire complètement folle. Les peuples indigènes ont résisté à la colonisation espagnole à un moment. C'est une histoire dure de conquête, d'exploitation, de domination religieuse. Néanmoins, il y a eu des mariages mixtes. Des gens d'origine et de coutumes différentes se sont rencontrés, ont appris à vivre ensemble et se sont mélangés. Tout cela existait au moins un siècle avant la création des États-Unis. Comment est-ce qu'on a pu oublier ces personnes? Comment est-ce qu'on a oublié ces personnes? C'est qu'en fait, après le gouvernement, les colons anglais qui sont arrivés par la suite, eux n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Et le mythe fondateur de l'Amérique, d'une certaine façon, a voulu effacer cette histoire-là, qui n'était pas la bonne histoire pour eux, quoi. Donc les fondateurs de Los Angeles étaient noirs et métis, mais ceci n'est pas enseigné à l'école. En 1810, le peuple mexicain se soulève contre la couronne d'Espagne, et en 1821, l'indépendance du Mexique est proclamée. La Constitution instaure une république libérale, la citoyenneté mexicaine est accordée à tous les hommes de toutes les races et abolit l'esclavage en 1829 dans toutes les provinces du Mexique. Malheureusement, en 1848, les États-Unis prennent possession de cette partie du nord du Mexique. Ils annexent le Mexique, avec la bataille de Fort Alamo notamment, qui restera un grand symbole de cette victoire. Et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder ce reportage qui passera Donc sur Calédonia le lundi 4 décembre dès 19h55. Merci Mathieu. de rien.
Alors au cinéma, il n'est pas rare de voir certaines personnalités faire des apparitions dans des films, que ce soit sous forme physique ou de façon beaucoup plus subtile, à l'image de James Cameron. Et oui, dans Titanic, ce sont ses mains que l'on voit en gros plan et non celles de Jack. Et c'est d'ailleurs lui qui a réellement dessiné Rose, une pratique qui est courante au cinéma. On en parle justement ce soir avec Romain dans votre rubrique Cinéfacto. Dans cet épisode, nous allons parler de caméo. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Non, pas de chameau, de caméo. Mais waouh, elle a rêve de boomer. Non, on va parler de caméo. Waouh, c'est vraiment n'importe quoi, je suis au bout du rouleau. Allez, générique. Je suis certain que vous vous êtes déjà retrouvé devant un film, tout se passe bien, vous êtes dedans, et tout à coup, une personnalité célèbre apparaît à l'écran sans crier gare. Eh bien, ces brèves apparitions de stars dans les films sont ce qu'on appelle des caméos. Un caméo n'est pas un rôle en soi, c'est un passage éclair qui prend la forme d'un clin d'œil qui n'est généralement pas crédité au générique du film. À l'origine, c'est au XVe siècle, en Italie, que les artistes ont commencé à insérer leur propre visage dans leurs œuvres, créant ainsi les premiers caméos artistiques. Puis le caméo arrive dans la BD, avec notamment certaines personnalités caricaturées dans des albums de Tintin, ou encore les auteurs d'Astérix, Goscinny et Uderzo, qui s'amusaient à se glisser au milieu des aventures du célèbre Gaulois. Mais c'est au cinéma que le caméo est roi. Et un des maîtres en la matière n'est autre que ce bon vieux Alfred Hitchcock, qui a pris pour habitude d'apparaître dans plus de la moitié de ses films. Comme là, ou là, par exemple. Ce qui donna évidemment des idées aux réalisateurs qui le suivirent, comme Peter Jackson dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux, Martin Scorsese, qui est également apparu dans un bon nombre de ses propres films, ou encore Quentin Tarantino, pour ne citer que. Car oui, quand le caméo agit comme un hommage, c'est souvent un des auteurs qui vient faire un clin d'œil devant la caméra. Ainsi, on se souviendra longtemps des caméos de Stan Lee, le papa de Spider-Man, qui a fait une apparition dans tous les films Marvel jusqu'à sa mort. Et parfois, les réalisateurs jouent avec la réalité en faisant se rencontrer la personne réelle dont est tirée l'histoire du film et son interprète. Comme le vrai Jordan Belfort qui accueille le Jordan Belfort version DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Mr. Jordan Belfort. Et ce même DiCaprio dans la peau de l'imposteur Frank Abagnale Jr. qui se fait passer les menottes par le vrai Frank Abagnale Jr. dans Arrête-moi si tu peux. Bref, le caméo, c'est ce petit détail caché qui agit comme la cerise sur le gâteau du cinéma. Alors la prochaine fois que vous verrez un visage familier apparaître furtivement à l'écran, souvenez-vous que c'est ce petit secret du 7e art qui rend chaque film encore plus mémorable. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'adore en fait Shrek. Alors bien sûr, il est grincheux, impatient ou encore menaçant, mais il n'en demeure pas moins très attachant et très altruiste. Ce soir avec Quintaz, nous allons justement découvrir les coulisses du tournage du premier volet de cette saga devenue culte, sortie il y a 22 ans. Allez, on regarde tout de suite cet extrait, c'est dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de qui t'es pas prêt, pas. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler animation. Un dessin animé?
Mais c'est pas un film. Arrête de râler. Un film d'animation et en plus je suis sûr que tu vas adorer. Si je te dis un bonhomme vert... Ils ont fait un dessin animé sur Hulk. Oh, je te parle de Shrek. Eh ben va falloir revoir tes devinettes, mon frère, hein, t'es vraiment nul. Bref, Shrek sort tout droit d'un livre pour les enfants écrit par William Steig. Les enfants du producteur John Williams sont fans de ce livre et demandent à leur père de leur lire encore et encore. John Williams se dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire, va donc voir le président de DreamWorks et demande à ses enfants de pitcher le synopsis. Genre c'est les enfants qui ont vendu le truc au président de DreamWorks. Eh oui. Bon, après le livre et le film d'animation sont très différents, puisque c'est clairement une parodie des dessins animés Disney, qui sont clairement les concurrents. Ah bon? Bah oui, vois par toi-même. Un miroir, un carrosse, une musique un peu énervante. Ah oui, effectivement. Et t'as des petites anecdotes pour Shrek et Fiona? Oh que oui, des tristes et des plus drôles. Par exemple, le rôle de Shrek en version originale avait été proposé à Chris Farley, qui a enregistré aux 3/4, mais qui est mort subitement à 33 ans. Il a donc été remplacé par son ami Mike Myers, puisque faire 2 voix différentes dans un film, c'est clairement pas possible. Ouah, mais dur. Je suppose que c'était l'anecdote triste. La plus drôle, c'est quoi? Eh bien, c'est Cameron Diaz qui prêtera sa voix à Fiona. Et lors d'un enregistrement, après avoir bu une gorgée de coca, celle-ci a tout bonnement lâché un gros rot. Les réalisateurs ont tellement été surpris qu'ils ont décidé de garder le fameux rot et de l'ajouter au scénario. Ouais, énorme. Et une dernière pour la route, Shrek sera une prouesse en termes techniques d'animation, surtout sur les humains, et mettra 4 ans à voir le jour. L'équipe technique est tellement investie dans le film d'animation qu'ils ont pris de vrais bains de boue pour reproduire au plus proche de la réalité la texture. Ça, oui, c'est de la passion. Et oui, c'est la magie du cinéma. Et oui, c'est ce qui fait que le cinéma est incroyable, car tout est possible. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.